d'une loi capitale pour l'épanouissement, le développement de l'enfant béninois. Le code de l'enfant. Je voudrais d'abord saluer ici la présence des partenaires des organisations de la société civile qui ont joué un rôle précieux dans l'aboutissement du vote de cette loi. Donc je voudrais citer le réseau des structures de protection des enfants en situation difficile, le respect. Je voudrais dire d'entrée que n'eût été le respect, on n'aurait pas voté ce code. Pour vous qui êtes des journalistes de cette maison, vous savez bien que nous avons nombre de propositions, projets de loi dans nos portefeuilles, chacun au niveau de nos commissions. Je cite en passant le RAMU. Vous savez qu'il est là. Vous savez qu'il y a d'autres également lois qui sont dans nos portefeuilles, mais auxquelles nous n'avons pas pu donner droit avant que cette législature soit en train de se fermer. On aurait eu tort de ne pas voter le code de l'enfant, l'enfant étant le père de l'homme, et vu la situation qui prévaut dans notre pays, la situation dans laquelle végète, n'est-ce pas, l'enfant, ce qui n'augure pas d'un avenir, d'un bien-être de l'enfant, et qui n'assure donc pas l'avenir de la nation, il était important pour l'Assemblée nationale de voter ce code. Donc je voudrais remercier aussi bien le président du conseil d'administration du respect, M. Issifou, à ma droite. Je voudrais remercier quelqu'un qui est toujours très discret, M. Ramayao Koudoro, qui est debout, qui n'a pas voulu s'asseoir. Et je voudrais remercier le partenaire du respect qui a soutenu fortement ce projet jusqu'à sa réalisation. Il était important que vous sachiez que le code de l'enfant n'a pas été une étude ordinaire. Le code est passé par plusieurs ateliers. Au-delà des ateliers que nous avions eu à faire, il y en a eu 2. Dites-vous que le code a reçu également, pour le travail du code, nous avons reçu également l'assistance d'un expert sénégalais et qui nous a permis tout simplement de voir là où il y a des insuffisances, qui ne nous a pas apporté les solutions. Mais c'est déjà important qu'il ait pu identifier, examiner le code dans son ensemble et qu'il ait pu voir là où il y avait des insuffisances. Et pour faire ce travail, compléter le code pour que cela soit un document complet, harmonieux, avec les réalités, il faudrait dire qu'il y a eu la main très forte du respect qui a soutenu la commission dans des journées de travail, apporté l'assistance nécessaire pour que ce travail soit fait. C'est pour cela qu'il faut donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Je voudrais remercier sincèrement ses partenaires. La deuxième chose que je voudrais que nous sachions, c'est que le souhait du législateur béninois et de tous ceux qui travaillent dans le domaine de l'enfance, ce souhait d'avoir un code de l'enfant date depuis 20 ans. Depuis 20 ans, le Bénin
malgré ses différents désirs, n'a pas pu mettre en place un code. Et les matières relatives à l'enfance continuent d'être régies par un dispositif législatif obsolète, fait des textes qui datent de l'époque coloniale, alors que vous connaissez que nous avons des défis nouveaux, avec les phénomènes de Viromégon, avec le phénomène de la vente, n'est-ce pas, des enfants, de la traite des enfants, de l'exploitation économique des enfants, les enfants qui sont déplacés du Bénin vers des fermes à l'extérieur. Vous en gardez encore à la mémoire l'affaire Itinero, sous le régime du président Kérékou, où des dizaines, des centaines d'enfants avaient été embarqués dans un navire destination vers le Gabon, si vous vous rappelez. Alors donc ça, c'est des phénomènes nouveaux qui ne sont pas traités par les vieux textes coloniaux et même par les dispositifs mis en place par le ministère, n'est-ce pas, de la famille et de l'enfant. Alors, toute cette situation a laissé évidemment libre cours à des abus, à des situations de non-protection de l'enfant béninois, dont les droits sont perdus, et qui par conséquent subit l'affront, n'est-ce pas, de tous ceux qui devaient le prendre en charge, qui devaient le porter. Il subit les actes de tous ces gens-là. L'enfant voit régulièrement ses droits violés. Les familles se dérobent même à leurs obligations. Comme phénomène, vous voyez de plus en plus ce qui n'a jamais existé, des parents qui abandonnent leurs enfants. À quel sens? Le nouveau-né. Des enfants nouveau-nés que les parents vont déposer tout simplement dans la rue ou vont déposer sur des tas d'ordures comme si c'était des ordures et se retournent. Eh bien, face donc à cette situation, plusieurs structures privées, des ONG, se sont engagées à suppléer au vide laissé par l'État en investissant dans ce secteur. Nous connaissons certaines structures, mais il y a bien d'autres. SOS Enfants, il n'est pas le seul, mais vous savez qu'il y a beaucoup de structures dans ce domaine-là. Et vous aviez suivi également le président de la République, 2 ans ou 3 ans, je me rappelle, qui demandait qu'on aille installer les structures de SOS dans le Bénin profond pour pouvoir traiter les questions de l'enfance malheureuse. Donc nous revenons de très loin en votant ce code qui comporte près de 423 articles. Et ce code a prévu toutes les étapes. La protection de l'enfant avant sa naissance. Et qu'est-ce qu'on a protégé avant la naissance de l'enfant? D'abord, l'identité de l'enfant a été protégée. Cela veut dire simplement que aucune femme aujourd'hui ne peut se rendre dans une maternité pour accoucher et donner délibérément un nom de famille à l'enfant. Ce n'est plus possible. Il doit nécessairement tenir une preuve. Cela veut dire quoi? Qu'il doit déclarer, il doit être en possession d'un document permettant au médecin accoucheur ou à la sage-femme de vérifier que l'enfant est effectivement, que le nom qu'elle est en train de donner, ce nom-là a reçu le consentement du géniteur. Et la loi
exige que dans les premiers mois de la grossesse, le géniteur, autrement dit l'homme qui a enceinté la femme, puisse aller faire une déclaration de reconnaissance de cette grossesse-là devant l'officier de l'état civil le plus proche. Autrement dit, chez le chef de l'arrondissement. La grossesse peut ne pas prospérer, mais on doit le reconnaître. Et c'est sur la base de cette déclaration-là, lorsque les gens ne sont pas mariés, bien évidemment, s'ils sont mariés, vous savez déjà qu'ils tiennent un certificat de mariage. Donc, les cas qui font légion, c'est les cas où les gens ne sont pas mariés. Et que la femme est obligée de dire, c'est telle personne qui m'a enceinté, ce qui fait l'objet, n'est-ce pas, de ce qu'il y a des enfants qui après ne reconnaissent pas leur identité ou que les voisins leur parlent de leur vraie identité. Donc, à partir de maintenant, dans les trois premiers mois, l'homme doit pouvoir aller faire une déclaration de reconnaissance de la grossesse de son ami, de son épouse. Donc ça, c'est la première protection pour l'enfant avant sa naissance. La deuxième protection de l'enfant avant sa naissance, toujours, c'est que l'enfant doit porter le nom du père. Au Bénin, nous sommes dans un système patriarcal. Donc, l'enfant porte le nom du père. Si, d'aventure, il n'y a pas eu reconnaissance de la grossesse, la filiation de l'enfant est rapportée, est relative tout simplement à la maternité. Donc, l'enfant portera le nom de sa mère jusqu'à ce qu'il soit reconnu. L'autre protection, l'autre pan de la protection avant la naissance, c'est que l'avortement est puni. Quiconque peut, par des pratiques diverses, porter des coups à la femme, la menacer, ou même lui exiger d'avorter est puni. Il est sévèrement puni d'une réclusion de 5 ans à 20 ans. De la même manière, aucune femme ne peut volontairement aller faire une interruption de grossesse. Si ce n'est pas une prescription médicale. Autrement dit, c'est une interruption thérapeutique. Si ce n'est pas une interruption thérapeutique, la femme n'est plus autorisée à aller faire un avortement. De la même manière, aucun médecin accoucheur ni sage-femme ne peut procéder à un avortement sur une femme quelconque sans autorisation. Cela veut dire, même si le cas est thérapeutique, il va falloir recourir à l'autorisation de l'officier de l'état civil, qui doit voir le papier qui autorise ça avant que vous n'alliez procéder à l'acte. Si un médecin, si une sage-femme se permet, il est les droits, c'est-à-dire les droits, l'argent perçu, excusez-moi, l'argent perçu par ce médecin ou cette femme, cet argent est saisi. Je parle des frais de l'acte. Les frais de l'acte sont saisis et reversés dans les caisses du trésor public. Le matériel utilisé est saisi. Le médecin ou la sage-femme est rétrogradé d'un échelon dans son grade. Il est suspendu de tout avancement pour 2 ans. Parce que l'enfant a droit à la vie et à la survie.
L'enfant est également protégé après sa naissance. Après la naissance, l'enfant a droit à une bonne et due déclaration de naissance. Il est fait obligation au père et mère, au tuteur, au civilement responsable d'aller déclarer l'enfant. Il est même fait obligation à toute personne ayant assisté à l'accouchement d'aller faire la déclaration. Donc, la déclaration de l'enfant, ça permet à ce que son identité soit établie, mais à ce que ça lui confère également la nationalité. Vous savez qu'il y a eu plusieurs projets ici, dans notre pays, pour essayer de concéder, de donner la nationalité à nos citoyens à travers le RAVEC, parce que les gens étaient sans pièces. Ils ne peuvent aller faire aucun acte au niveau de l'administration publique. Et cela participe, si nous voulons également utiliser correctement la LEPI, il faut que nous puissions avoir un état civil bien assaini. Donc les déclarations de naissance sont rendues obligatoires et les auteurs sont punis. Il faut noter ici que dans le Code des personnes et de la famille, le délai pour la déclaration de naissance était de 10 jours. Nous avions constaté que le corps médical, les médecins, les hôpitaux, les centres de santé n'arrivent pas à se conformer à ce délai. Nous avons donc fait une extension de ce délai jusqu'à 21 jours. Donc les dispositions contenues dans ce code abrogent les dispositions prévues dans le Code des personnes et de la famille en matière de délai de déclaration de naissance. L'autre protection après la naissance de l'enfant est que les familles doivent éviter les pratiques malsaines qui pourraient contaminer et compromettre la vie de l'enfant. Si vous laissez votre enfant dans un environnement malsain de manière à le contaminer, si vous nourrissez votre enfant avec une farine qui n'est pas appropriée, si vous donnez votre épouse ou vous-même, vous ne prenez pas soin des biberons qu'il faut utiliser pour allaiter l'enfant, vous êtes sanctionné. Vous êtes le géniteur de l'enfant, mais l'enfant ne vous appartient pas. L'enfant est un bien de l'État. L'enfant, après sa naissance, a droit à un certain nombre, n'est-ce pas, de soins que doit lui garantir l'État. Mais que doivent lui garantir également les parents. Les parents ont l'obligation de soumettre les enfants aux obligations, aux vaccinations qui sont fixées donc par l'administration publique, par l'État. Personne ne peut plus dire, pour des raisons de religion, pour des raisons de pratique personnelle, dire moi mon enfant ne peut pas faire les vaccinations. C'est passible de sanction. Plus loin, l'enfant est protégé contre toute pratique qui pourrait porter atteinte à son intégrité physique et morale. Les parents ont l'obligation de mettre les enfants à l'école. Cela était sûr. Mais aujourd'hui, jusqu'à la fin du cycle primaire, les enfants doivent rester à l'école jusqu'à la fin du cycle primaire. Lorsqu'ils en sortent et qu'ils ne sont pas encore, n'ont pas atteint l'âge de 14 ans, ils doivent être orientés vers une formation professionnelle. Les enfants sont protégés contre
la mendicité. La mendicité, aujourd'hui, la soumission de l'enfant à des pratiques de mendicité est une infraction. Que ce soit votre enfant, que vous l'envoyez pour aller commander, si l'enfant est pris, on recherchera les parents et ils seront sévèrement punis. Il en découle de ça que si les parents n'assument pas leurs obligations alimentaires vis-à-vis de l'enfant, c'est ça qui peut le conduire à la mendicité. Donc vous êtes pris également dans les liens de la détention, dans les liens de l'infraction. S'il s'avère que les frais d'entretien que vous devez assurer, vous ne les assurez pas, eh bien, il y a des sanctions sévères qui sont prévues pour ça, qui vont jusqu'à l'emprisonnement et à des peines d'amende. C'est vous qui mettez l'enfant dans la rue. Nous avions, au-delà des sanctions ou des faits qui paraissent anodins, mais qui sont très très importants parce qu'ils déterminent, n'est-ce pas, l'épanouissement de l'enfant. Il y a maintenant des atteintes sur l'enfant comme les abus sexuels, comme les grossesses précoces, comme les mariages forcés, où les mariages précoces sont sévèrement sanctionnés d'une peine de privation de liberté de 5 ans à 20 ans. Encore que celui qui est responsable d'une grossesse précoce en assure l'entière responsabilité du début de la grossesse jusqu'à l'accouchement de l'enfant et jusqu'à l'entretien de l'enfant jusqu'à l'âge majeur. Ce qui n'exclut pas l'application des peines de privation de liberté. La loi a prévu tout par rapport à ce que vous venez de dire. La loi a prévu ça. Et l'enfant étant considéré, le responsable étant considéré appartenir à une famille, s'il a des biens, le juge examinera les cas. De toutes les manières, la loi dispose et le juge exécutera à travers toutes, n'est-ce pas, les mécanismes qui sont à sa disposition pour faire droit à la loi. L'enfant est protégé également. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des enfants qui sont sacrifiés pour des cérémonies rituelles. C'est ça qui est l'infanticide, le parricide, des parents même qui prennent leur enfant pour sacrifier. Eh bien, la loi sanctionne tout cela. Et dans la protection de l'enfant après la naissance, vient tous les abus qu'on peut commettre sur l'enfant. La pédophilie, l'exploitation de l'enfant pour des divertissements, des pornographies, l'utilisation de l'enfant pour le tourisme sexuel. Tout ça là est épinglé par la loi. Ce qui est courant chez nous, c'est la torture, la maltraitance. Ça, c'est monnaie courante chez nous. Et cela qui est dénoncé à travers les viromégons. La loi punit très sévèrement cela. Et pour pouvoir prévenir ça, la loi impose, exige aujourd'hui à toute personne qui doit recevoir un enfant déplacé d'aller faire les formalités administratives auprès du chef de village du quartier de ville. Vous devez aller déclarer que vous recevez un enfant qui vient chez vous. Et le parent qui veut déplacer cet enfant doit également obtenir une autorisation administrative avant de déplacer cet enfant pour l'amener vers vous. Si ces formalités à la présentation de l'enfant, vous n'avez pas
contrôler ou vérifier que le parent qui vient vous placer son enfant n'a pas à sa possession une autorisation, eh bien, vous tombez sous le coup de la loi. Et tomber sous le coup de la loi, ce n'est pas pour aller payer des amendes, mais c'est pour aller épuiser votre peine en prison. Donc, c'est très facile de déplacer. C'est dans les déplacements des enfants que les cas de vente et de traite, n'est-ce pas, sont observés. C'est pourquoi la loi a pris toutes ces mesures pour que les enfants ne soient plus déplacés n'importe comment. La zoophilie, la loi est allée loin pour voir, parce que pour la distraction de certains touristes, on amène les enfants et on les force à avoir les relations sexuelles avec les animaux. La zoophilie est également sévèrement punie. L'autre cas qui est très observé également chez nous, c'est les mutilations sexuelles. Les excisions. Eh bien, la loi de manière claire a épinglé toutes ces pratiques-là et les a punies très très sévèrement. Nous avons également aujourd'hui, avec les situations que nous connaissons, la prostitution des enfants. La prostitution des enfants est également formellement interdite. La loi a prévu des situations où des parents, pour raison d'endettement, mettent en gage leurs enfants pour aller travailler chez un autre parce qu'ils doivent de l'argent et qu'ils n'ont pas pu payer. Ils décident d'aller placer leur enfant pour travailler. La loi sanctionne ça par des peines d'emprisonnement. Je voudrais donc dire que ce travail que nous avons fait, au-delà de ce que le Code sanctionne, tout ce que nous pouvons appeler les déviances comportementales des parents, des voisinages, etc., le Code a mis l'accent sur ce que doivent être les obligations de l'État. L'État doit assurer la scolarisation de l'enfant. Mais l'État doit assurer également les soins primaires à l'enfant. L'État doit mettre en place un certain nombre de structures pour assister l'enfant